On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on reçoit deux retraités de l'enseignement qui nous parlent de la Journée internationale des hommes qui va se tenir le jeudi 19 novembre sous le thème « Grandir ensemble ». Mais d'abord, on parle du Forum citoyen qui s'est tenu il n'y a pas longtemps, mais aussi du rapport récent du ministère des Affaires municipales qui blâme la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu dans le dossier de la Seigneur. Vous savez, il y a quelques semaines, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a organisé un forum citoyen pour sonder l'opinion d'environ 150 personnes qui ont participé à cet événement. Nous, on voulait avoir un peu un son de cloche de ça. Et la ville nous a désigné le conseiller municipal Yvan Berthelot pour y répondre. Monsieur Berthelot, bonsoir. Bonsoir. Mais évidemment, il y a des choses qui se sont bousculées dans l'actualité au cours des derniers jours. Le rapport du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, ce qui concerne d'ailleurs un dossier de la Seigneur qui se trouve en plus dans votre propre quartier, dont on a parlé il n'y a pas tellement longtemps. Et c'est un sujet aussi qui avait, à l'époque de l'ancienne administration du maire Delbecq, avait fait la manchette. À l'occasion où, quand la Ville voulait évidemment développer ce secteur-là, avec la démolition du bâtiment et avec des négociations avec le groupe Maurice à l'époque et le groupe de Guy Sanson également, où certains ont dit, même un des adversaires à la mairie à l'époque, qui était Alain Laplante, qui était conseiller, qui disait « Pourquoi on donne pratiquement ces terrains-là plutôt que de les vendre à la valeur marchande? » Et le rapport du ministère dit, grosso modo, que ce soit en quelque sorte une forme de subvention un peu déguisée que d'avoir donné ces terrains-là au groupe Sanson et Maurice, même s'il y a une contrepartie. Quelle est la position de la Ville à l'égard de ce que dit le rapport du ministère? Bien, la position de la Ville, c'est que, c'est sûr, nous sommes en désaccord avec notre partenaire, le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. D'ailleurs, on a manifesté. Vous savez, il est important de retourner dans le contexte également. Et j'ai apporté justement, parce que nous, on a tout de même demandé un avis juridique, parce que pour savoir nos droits et ça. Et lorsqu'on lit l'avis juridique, en conclusion, comme la Ville n'a pas l'obligation de vendre à la valeur marchande, mais plutôt à titre onéreux, nous sommes d'opinion que si les charges financières imposées aux deux acheteurs sont suffisamment importantes pour conclure, il ne s'agit pas d'une notation. Cette convention cadre rencontre les exigences de la loi. Alors, nous, c'est encore notre position. Et on comprend, il faut mettre ça dans le contexte. Pour les résidents de Saint-Jean, c'est un des plus beaux projets. Je pense que les gens ont un niveau de satisfaction envers ce projet-là. Il faut se souvenir de l'époque de la Balmette. Vous vous souvenez à quel point le quartier NDA avait été contaminé au plomb, à quel point, de toute urgence, le gouvernement du Québec a dû décontaminer les résidences du quartier, a dû faire suivre des enfants qui avaient une toxicité au plomb. Alors, il faut partir de là. Il faut venir maintenant à la planification stratégique qui a identifié le pôle Seigneur comme devant la tête un pôle santé. Bon, mais une fois qu'on a dit ça et que la Ville négocie avec des groupes qui ont de l'intérêt, le groupe Maurice ou le groupe Sanson, est-ce que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a accordé un avantage, disons, indu à ces deux groupes-là en donnant les terrains, même s'il y a une contrepartie? Il faut regarder le site du redéveloppement de la Seigneur dans son ensemble. Et donc, en ce qui concerne le pôle santé, la Ville de Saint-Jean a fait une entente avec le C3S, c'est-à-dire le gouvernement du Québec lui-même. C'est le gouvernement du Québec qui a donné mandat à son C3S. On se souvient qu'il était sur la rue Saint-Jacques, qui était trop à l'étroit. Il fallait qu'il trouve un autre endroit. Comme notre pôle santé était identifié, nous, on a discuté, puis on avait le droit, et c'est reconnu, on pouvait discuter de public à public pour justement mettre en place ce pôle santé. Et il y a un intermédiaire qui a été identifié, qui a été le seul d'ailleurs à se manifester, qui était le groupe Sanson avec, je pense, des collègues qui étaient M. Luc Ouimet et M. Jean Bourassa. Il faut aussi souligner que M. Ouimet, qui était partenaire dans la clinique Iberville, venait de fermer la clinique Iberville, et ces gens-là étaient sollicités pour ouvrir cette clinique santé à Brossard. Alors, il fallait donc que la Ville de Saint-Jean se retourne d'abord et rapidement, et c'est pourquoi on a convenu avec notre partenaire public pour qu'il y ait une session de ce bail avec, les promoteurs en question. Vous, ce que vous dites, c'est que dans le fond, il n'y avait pas d'autres personnes d'intéressées par le projet? Personne. Et qu'il y avait urgence d'agir ou à tout le moins de développer ce pôle-là pour certains éléments que vous avez mentionnés. Mais est-ce que légalement, la Ville peut quand même donner un terrain en entrepreneur? Et si oui,
à quelle hauteur doit être la contrepartie de l'entrepreneur vis-à-vis le dit projet? Bon, comme je vous lisais l'article tantôt, la Ville peut céder un terrain à titre onéreux. Qu'est-ce que ça veut dire à titre onéreux? Ça veut dire qu'elle peut le céder pour $1 avec des obligations. Alors, les promoteurs, dans ces situations-là, ont dû décontaminer le terrain partiellement ou en entier, démolir des bâtiments et s'engager aussi à faire des investissements majeurs et à défrayer également leur part comme riverains au niveau des égouts et des aqueducs. Nous, on a fait une planification là-dessus. On a fait, parce qu'on a regardé la rentabilité de la Ville. Alors, la Ville a investi environ 7 millions. Dans tout le processus de la Seigneur, c'est 7 millions de dollars. 7 millions de dollars avec tout ce qui est là, nous, on considère qu'en 2021, tout est payé, tout est rentable. Donc, imaginez quelqu'un qui achète une maison, puis qu'au bout de 10 ans, son hypothèque est complètement payée. Je pense que c'est un investissement qui est rentable. Aujourd'hui, ça rapporte tout de même des taxes. Il y a 70 millions environ d'assiettes fiscales. Ça rapporte environ 1 million de taxes. Puis je pense que les gens, puis il faut se rappeler aussi, lorsqu'on parle du pôle santé et de la clinique, cela a eu un reportage national pour dire que la solution qui était trouvée à Saint-Jean-sur-Richelieu était peut-être une solution qui devait être implantée partout au Québec. Mais dans tout ce processus-là de l'ancien conseil avec le maire de Lebec puis le conseil de l'époque duquel vous faisiez partie, est-ce qu'il y a eu dans tout le processus, là vous parlez d'avis juridiques, mais est-ce qu'il y a eu à certains moments du processus qui a été public, là, ceci dit, là, des avis de demander au ministère? Parce que là, si vous étiez en négociation avec le C3S, donc le ministère de la Santé, est-ce que dans tout le processus, on le sait souvent, les villes, là, vous demandez un règlement d'emprunt, vous n'avez pas le choix de demander le OK du ministère des Affaires municipales. Est-ce que dans le processus Singer, est-ce que vous avez eu besoin à certains moments d'obtenir l'assentiment du ministère des Affaires municipales pour procéder? Dans toutes les démarches, dans tous les règlements d'emprunt, le gouvernement du Québec a dû donner son autorisation. Partout, et c'est obligatoire. À chaque fois qu'on fait un règlement d'emprunt, on l'envoie à Québec, ils le lisent, ils l'analysent, ils apportent des corrections, font des recommandations. On doit avoir l'assentiment de Québec pour faire un règlement. Pourquoi le ministère vous reproche ceci aujourd'hui? Mais écoutez, moi, je pense que le ministère, c'est un partenaire qu'on apprécie grandement d'ailleurs. On voit, on a vu d'autres cas. Bon, on sait qu'il y a eu, je pense, il y a eu 180, il y a eu 309 contrats de répertoriés. Le ministère a travaillé pendant 3 ans sur 180, qui ont vraiment examiné à la loupe. Là-dessus, ils nous font 8 recommandations, dont celui de cette recommandation du dossier de la Seigneur. Puis lorsqu'on regarde le dossier de la Seigneur, il faut lire aussi le rapport, là. Compte tenu de ces considérations, nous sommes d'avis qu'en cédant cet immeuble pour la somme d'$1, la Ville a apporté une forme d'aide aux promoteurs, c'est ce qu'ils disent, ce qui n'est pas permis par la loi sur l'interdiction de subventions municipales. Nous recommandons que la Ville s'assure de respecter les dispositions prévues dans la loi sur l'interdiction de subventions municipales. Alors, c'est certain qu'on va s'assurer que dorénavant, qu'il puisse avoir ce genre de perception. Mais, je dois dire une chose, si on avait à faire les mêmes démarches pour créer un pôle santé, tout en respectant les réserves que nous met le ministère des Affaires municipales, c'est sûr qu'on viserait l'objectif de créer le pôle santé tel qu'il est là, parce que c'est un succès. Bon, maintenant, et c'est peut-être pour ceux qui l'ont lu dans la presse, une manchette quand même qui frappe un peu l'imaginaire, parce qu'à la suite de ce rapport du ministère à l'égard du dossier Singer, est-ce que l'UPAC, l'Unité permanente anti-corruption, collusion, va débarquer en ville? Écoutez, et si oui, pourquoi? Je ne peux pas connaître les projets d'UPAC. Moi, je pourrais dire, comme perception, que ça m'étonnerait. Il est tout à fait normal qu'une unité administrative gouvernementale qui fait ce genre de travail, ensuite dise, moi, mon travail administratif est terminé, j'ai fait mes recommandations à la Ville que j'ai expertoriées, donc j'ai analysé. Et maintenant, je vous donne ça à l'UPAC, puis regardez ça. Mais il n'y a pas eu en nulle part de malversation. Est-ce que quelque part, on peut nous dire, bien, la Ville a peut-être été un peu trop généreuse? Est-ce que la Ville a payé peut-être 300 000 $ de plus? Peut-être. Mais ce n'est pas une erreur, ce n'est pas de la malversation. La rentabilité n'a aucune intention criminelle, de quelque nature que ce soit. Mais pour être correct là, avec le canevas de travail du ministère, aurait fallu que la Ville vende les terrains à un prix minimum X?
Ça, c'est Je sais l'interprétation. pas, au lieu de vendre $1, aurait fallu vendre les terrains, je ne sais pas, 200 000? Nous, on aurait pu faire tous les travaux, y compris la démolition de l'usine Signeur, l'ancienne usine Signeur, qui a coûté je ne sais pas combien de centaines de milliers de dollars, puis arriver, puis dire au promoteur, voici ce que ça a coûté, maintenant, payer la facture, puis c'est ça le coût du terrain. On l'a fait à l'inverse, on dit, garde, le promoteur va avoir cette obligation-là. Regardez, il y a aussi, on est obligé à ce qu'il y ait un musée pour rappeler l'ancienne usine Signeur. On a oublié au niveau de l'architecture aussi, vous allez mettre des tours, vous allez rappeler l'ancienne. C'est tous des coûts, ça. Donc, quand on dit de façon onéreuse, mais ça représente tout ça. Alors, nous, on pense qu'on est dans la légalité. Puis, si le débat juridique doit se faire, il ne faut pas oublier qu'on a pris une firme qui s'appelle Bélanger-Sauvé, et c'est la firme de leur collègue, c'est le ministre des Affaires municipales, Pierre Moreau. Donc, il doit très bien comprendre ce qui s'est passé là aussi. Bon, si on revient sur le forum citoyen auquel participaient environ 150 personnes, parlez-nous d'abord de l'objectif de cette rencontre-là et ensuite, qu'est-ce que les gens ont dit? Que veulent les Joannais? Que veulent les Joannais? Alors, si vous vous souvenez, on a fait une étude de planification stratégique 2005-2015 qui a été un succès. Vraiment, la population a beaucoup participé. Alors, on est rendu à faire le plan 2, si on veut, et maintenant, on le fait plus au niveau de la ville. Alors, qui sommes-nous comme ville? Où voulons-nous aller? Et quelles actions allons-nous entreprendre pour arriver? Alors, on a dit, on a pris des focus group, par exemple. On a rencontré la communauté d'affaires, les groupes communautaires, l'administration de la ville a été rencontrée, le conseil municipal et une grande rencontre citoyenne en octobre pour aussi être consulté. Alors, on va tout mettre ça ensemble. Maintenant, on va faire la synthèse. On envoie ça au comité de planification stratégique dont je fais partie, avec mon collègue François Auger, qui est le président, et Robert Quentin également, comme élu, qui en fait partie. Alors, les gens nous ont dit plusieurs choses parce qu'on avait tout de même 5 axes de consultation. Donc, on regarde au niveau de l'image ou des rayonnements, du rayonnement. Les gens sont pas assez fiers de leur ville. Donc, il faut développer le sentiment d'appartenance, la fierté. Ils disent, on n'a pas une identité qui est très claire. On n'a pas, comme on appelle, en guillemets, des fois, un branding. Bon, il faudra avoir un rayonnement plus fort. Donc, c'est le message qu'on entend lorsqu'on parle de cet axe-là. Lorsqu'on continue sur le développement économique, par exemple, les gens nous disent, bien, on a des forces. On est à proximité de la 35, on n'est pas loin de la métropole, on a une rivière, un environnement qui est incomparable, donc il faut travailler là-dessus. Par contre, on a des faiblesses, on est en concurrence, et également, on a une complexité administrative. Donc, c'est sûr que c'est des messages qu'on se concentre dessus. Puis, ils considèrent qu'il y a assez de commerce. Au niveau commercial, on a une belle desserte, mais par contre, ils aimeraient qu'on ait plus d'industrie, que les gens travaillent plus ici. Bon, donc, je pense que M. le maire a toujours mentionné qu'effectivement, sa priorité, c'était le développement économique. La population lui confirme, M. le maire, allez dans cette direction, c'est ce qu'on veut, amenez-nous des usines à Saint-Jean. Si on continue sur un autre axe, au niveau du développement social et culturel, par exemple, bien, on se rend compte que les gens considèrent qu'il y a une bonne offre culturelle, une bonne offre sportive, il y a une certaine satisfaction. Puis quand on parle du cadre urbain, ils disent c'est agréable à vivre, mais notre réseau routier devrait être amélioré. Donc, c'est un peu la photo qu'on a présentement, devenant tout le monde. Il ne faut pas oublier que la Chambre de commerce aussi avait fait son petit exercice également avec ses membres, la communauté d'affaires. Alors, nous, on va tout mettre ça ensemble et on va regarder tout ça. Et on va arriver certainement à faire des recommandations au conseil et ensuite de ça à la population et en faire la communication. Yvan Berthelot, merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle de grandir ensemble, la Journée internationale de l'homme.
Jeudi, le 19 novembre, c'est la Journée internationale de l'homme sous la thématique « Grandir ensemble ». 2 invités pour en parler. D'abord, Jean-Guy Gaudreault. Bonsoir à vous. Bonsoir. Accompagné de Michel Cartier. Bonsoir, Bonsoir, et bienvenue. Éric. Et c'est bien sûr, messieurs, donc une journée qui est supportée par l'AREC, qui est l'Association des retraités de l'enseignement du Québec, qui vient de la CSQ. Vous êtes tous les deux des enseignants à la retraite. Exact. Et là, vous avez tellement aimé l'expérience l'an dernier que vous êtes revenu à la charge. Pourquoi pas? Bien, c'est toujours un plaisir, quand même. Ben, En fait, ce qui est intéressant, c'est d'être capable de porter un message qui va se continuer. C'est comme le Père Noël. On ne s'entende pas. Il faut continuer à chaque année. Pourquoi l'Association des retraités de l'enseignement est derrière cette journée? C'est qu'on a un certain problème avec les enseignants, les hommes, qui, à la retraite, des fois, se cherchent un peu. Parce qu'ils vivent un certain deuil, parce que quand tu étais dans l'enseignement, tu étais populaire, tu étais maître à bord. Mais quand tu tombes à la retraite, tu n'as plus d'admirateurs ni d'admiratrices. C'est différent. Donc, il y a quelque chose à faire. Il y a une espèce de perte de notion. Et l'homme, il faut qu'il se prenne en main là-dedans. Il ne faut pas qu'il compte juste sur les autres. Parce qu'on a besoin, et seulement c'est le thème de cette année, grandir ensemble. Je ne peux pas grandir tout seul. J'ai besoin des autres qui m'aident à grandir. C'est ça. Puis au moment de la retraite, c'est que tu te sépares de ton groupe qui t'a fait grandir pendant 35 ans. Ouais. Et à ce moment-là, il y a vraiment un deuil parce que tu n'as plus le soutien pour grandir. Tu peux grandir autrement dans d'autres univers, mais il faut que tu aies d'autres univers. Et pour certains, il n'y a pas d'autre univers que celui du travail. Et quand le travail s'en va avec les collègues, c'est le deuil. Pour l'enseignement, certes, mais même probablement aussi pour d'autres sphères d'activité. Est-ce que vous êtes en train de me dire que les hommes se réalisent d'abord et avant tout dans le travail? Pas uniquement. C'est là le problème. Ouais. C'est là le Oui, problème. c'est peut-être un vieux concept, là, mais... Bien, on avait l'impression que si tu ne travailles pas, tu ne comptes plus. Tu ne sers plus à la société. D'ailleurs, ce qu'on fait, c'est que les personnes âgées, ils servent à quoi? Ils nous coûtent cher. Mais ils ne savent pas combien de personnes âgées rendent un paquet de services à la société qui fait que ça coûte moins cher. Ouais. C'est vrai. On regarde juste les journées de grève. Combien de grands-parents s'occupent des enfants? Hein? Ça faut y penser. C'est vrai. Mais si on remonte là, à, je sais pas, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, souvent ce qu'on disait, c'est « Ah, les hommes, ils se réalisent dans le travail. » Puis les femmes, ils travaillent aussi, mais ils se réalisent aussi parce qu'ils sont comme des mères à temps plein, hein, alors que le rôle du père a beaucoup évolué. Ouais. Mais si on remonte à 30-40 ans, monsieur travaillait, madame était à la maison. Après ça, les dames ont commencé à travailler, mais ils s'occupaient encore beaucoup de la maison et des enfants. Et on a l'impression qu'une fois que les hommes tombent à la retraite, c'est comme si, je sais pas, la vie s'arrête. Puis, pour eux. Plusieurs. Moi, ce n'est pas l'exemple que j'ai connu chez nous, parce que mon père faisait beaucoup de choses à la maison. Ouais. Parce qu'à 12 enfants, là, il n'y avait pas le choix. Il n'y avait pas le choix. Et aidait beaucoup maman, puis nous autres aussi, il fallait apprendre à faire notre part. C'est l'image de l'homme que j'ai eu chez moi. Mais j'en connais d'autres, même dans ma famille, où l'homme... moi, je prends ma retraite, là, puis apporte-moi là ma bière, là. Ouais. Peut-être des chips avec ça, là. Tu sais? Non. C'est pas le genre d'homme qu'il faut avoir aujourd'hui. Ouais. Je pense qu'il faut C'est ça, parce qu'en pratique, il y a d'autres univers où l'homme se réalise. Parce que qu'on regarde tout au long de sa vie, que ce soit en enfance, à l'école, après ça avec ses amis, c'est toujours avec les autres qu'on se réalise. Mais à partir du moment où tu es seul, là, tu régresses. C'est là que tu régresses. Et ce qui est important à la retraite, c'est parce qu'il y a un univers qui est coupé, c'est celui du travail. Il y a une certaine époque, quand j'étais plus jeune, je posais des fois la question, je disais, pourquoi il y a une journée internationale des femmes? Je disais, pourquoi il n'y a pas une journée internationale des hommes? Parfois, les gens nous répondaient, les hommes, ils n'en ont pas de besoin. C'est leur journée à tous les jours. Ouais. Hein? Non, mais c'était ça qu'on répondait. Ouais, c'est ta réflexion. C'était ça qu'on répondait. Ils n'en ont pas de besoin, les hommes. Non. Effectivement, les hommes n'ont pas besoin. D'ailleurs, les hommes ne sont jamais malades, il n'y a jamais de problème, sauf que dans leur tête et dans leur corps, des fois, ils ont mal. Puis ils ne disent pas, ils ne vont pas le dire.
Un temps, il y avait les tavernes où on pouvait échanger des choses, mais là, il n'y a plus de taverne. Plus de taverne. Hein? Bien, en fait, les hommes, c'est pas à l'intérieur d'un dialogue qu'ils vont s'ouvrir ou qu'ils vont se grandir. C'est dans le coude à coude, Puis dans les gestes. puis dans les gestes. Quand on dit, une femme va dire à un moment donné, parle-moi, là. On va jaser et quatre yeux ensemble. C'est peut-être pas la meilleure façon. C'est pas le même langage. C'est pas le Non. même langage et c'est pas la même façon de s'exprimer. Ouais. En Australie, ils ont fait des men's sheds où ce sont des retraités qui se retrouvent dans des ateliers, Les garages. des garages, où ils travaillent ensemble à rénover toutes sortes de choses. Et c'est dans le coude à coude que la conversation, les confidences vont naître. Alors, souvent, les thérapeutes disent, on va faire des réunions de groupe. Bon, on va se parler entre nous autres. On va se regarder là, en cercle, puis là, on va se parler, on va se confier. Ça ne rentre pas. Non, juste se parler. Ça Il ne rentre pas. faut qu'il y ait un geste. C'est ça, c'est dans l'effort, c'est dans l'action Ouais. que la confidence, que l'émotion va passer. Est-ce que l'émergence du féminisme, qui était probablement nécessaire parce qu'il y avait visiblement une inégalité, puis qui est d'ailleurs dans certains pays, qui est encore le cas, là. Mais est-ce que l'avènement du féminisme a peut-être jeté un peu d'ombre sur les hommes en soi, sur leurs besoins, sur leur état d'être, leur existence? Je pense que ça a permis un réveil aux hommes. Et nous, qu'est-ce qu'on est là-dedans? Hein? Est-ce qu'on est juste le petit chien qui apporte l'argent? On a peut-être un autre rôle à jouer. Ouais. On a une présence. Je ne suis pas juste un poteau de lumière, là. Tu sais? Alors, ce qui fait que les hommes commencent à faire davantage, sont plus prêts à collaborer. On collabore. Mais On colle ensemble un peu. Mais il y a encore des pas à faire énormément. Je regardais, pas plus tard qu'il y a quelques jours, une annonce de vol 920. Là. Oui. Et il y avait des gars qui disaient, nous, parce qu'on est des gars, on garde ça en dedans. Encore? Et ça, oui. ben oui. Et là, je C'est me des gars de disais, 20 ans qui des disent gars de ça. oui, ça, là. les gars de 20 ans qui disent, j'ai pas le droit de manifester ma tristesse, Faut être ma fort. déception, je reste un gars fort. Et là, ça me dit, hey, on a fait des pas, mais il y a encore des pas, puis il y a encore des personnes Les stéréotypes sont assez bien implantés hein, dans nos Absolument. très sociétés. bien implantées. Absolument. Puis on regarde combien de fois aussi juste les salaires, les hommes et les femmes qui vont faire à peu près le même emploi, mais c'est une femme pour pas moins d'argent. Elle, tu sais. Ah ouais. Pourtant, elle fait le même travail, les mêmes études, elle fait les mêmes efforts. Pourquoi qu'elle n'aurait pas le droit au même salaire, aux mêmes rémunérations? Tu sais, la même chose. La Journée internationale des hommes, ça existe depuis combien de temps, ça? Depuis 19 ans. Ça a commencé en 99, non, 16 ans. En 99. Ouais. Bon. Et c'est une femme qui a mis ça à l'origine, qui C'est une travaillait à femme? l'ONU, oui. Ah ouais? C'est une femme qui a lancé l'idée. Une femme de l'ONU qui a lancé l'idée. Il faut faire quelque chose pour les hommes. OK. Les hommes sont perdus. Tu sais, quand tu sors du travail, là, regarde la plupart des gens que tu connais, là, les gars, après le travail, ils font quoi? À part de se ramasser puis prendre un verre, on va aller à la bière. Ah ouais. Mais il y a peut-être d'autres choses à faire aussi. Il y a peut-être d'autres mondes à aider. Tu sais? C'est ça qui est le danger, c'est que les gars se referment sur eux. Une bonne tortue, on se recroqueville sur soi-même. Mais non, la société a besoin de toi. C'est pas pour rien qu'on met grandir ensemble, pas tout seul. Là, il y a un beau proverbe français que j'ai vu une fois qui disait « Ce qui se garde pourrit Ouais. et qui se donne fleurit ». Et ici, dans la région, ça se traduit de quelle façon, la Journée internationale des hommes, avec ce jeudi 19 novembre? À chaque année, on choisit un homme dans la REC qui s'est engagé et qui continue de s'engager, mais dans un domaine où il n'est peut-être pas en vedette. OK, c'est-à-dire? C'est qu'on veut permettre de signaler qu'il y a des hommes qui s'engagent, mais qui ne sont pas nécessairement en front page quelque part, mais qui sont là en service auprès des autres, simplement pour être disponibles, puis pour Ouais. donner de leur temps, pour être capables d'aider la communauté. Il n'y a pas d'âge pour se sentir utile. Exactement.
Exactement. Vois-tu, cette année, si on peut le dire maintenant, Bon, oui. c'est Jacques Meunier qu'on veut honorer. Alors, Jacques, c'est un bonhomme qui s'est impliqué dans la REC, mais aussi dans la communauté, à travers l'environnement, à travers Nez Rouge, à travers les clubs optimistes. Les clubs optimistes. Alors, je pense que ce gars-là, il continue. On ne l'a pas vu souvent dans le Canada français affiché, tu sais, non. Il fait son petit bonhomme de chemin, puis il aide beaucoup de gens, de tous âges, et des jeunes et des personnes plus âgées. C'est les Jacques. C'est ça. C'est ce qu'on cherche à faire. L'année passée, on avait dit des modèles qui nous inspirent. Et c'est dans la même veine qu'on choisit l'homme de l'année dans la REC, parce que c'est des modèles qu'on veut mettre en évidence pour dire, écoutez, vous êtes capable de servir. Ça ne prend pas nécessairement des grands athlètes ou des grands intellectuels. Combien de gens, quand on regarde les festivals montgolfières, par exemple, ou des bénévoles, des gens qui sont tout simplement ont du cœur et qui veulent servir la population et qui ne sont pas en évidence, qui ne sont pas vedettes. Puis pour nous, c'est comme on ne peut pas quand même ouvrir à la grandeur de la ville. On se limite aux gens de notre organisation qu'on met en valeur. C'est sûr qu'il y en a d'autres en ville qu'on pourrait reconnaître. Vous êtes combien dans l'AREC ici, sur le territoire? Le nombre de 1100. personnes? Ouais. 1100. 1100. 1100. Puis il y a combien d'hommes là-dedans? Le tiers. Le tiers. Le tiers. Un peu 350. comme tu avais dans les écoles, c'est à peu près le tiers. Là. 2 tiers d'hommes, de femmes, 1 tiers d'hommes. Alors, Grandir ensemble, Journée internationale des hommes, le jeudi 19 novembre. À vous deux, merci beaucoup. Merci. C'était un plaisir. Bonne chance, Merci. bonne continuation. À la prochaine. Merci. Restez avec nous. Au retour, c'est le Babillard quotidien. Délivrance de Camille Lévesque, c'est au Salon Rouge de la Bibliothèque Saint-Luc. C'est une exposition qui est en vigueur jusqu'au 18 janvier 2016. À chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal Saint-Jean-sur-Richelieu. L'émission s'appelle ainsi. Et ne manquez pas notre télébingo tous les dimanches matins à 9h30 en direct. 3 500 $ en prix. À demain. Bye bye.